Merci Caroline. Je voudrais d'abord remercier Caroline Jolès, qui est la présidente des Amis de la Fondation du Jardin Majorelle, de nous avoir invités, Maï et moi-même. Donc c'est la première fois que Maï Binbine fait une conférence ici. Et c'est la première fois, on peut dire, qu'il présente à Marrakech son livre « Rue du Pardon ». Donc quand on présente, j'ai la difficile tâche de présenter Maï Binbine. On a coutume de dire au Maroc et en France et partout dans le monde, on ne présente pas Maï Binbine parce que c'est un personnage public. Et après, ça dure 1 heure généralement. Donc moi, je vais faire l'inverse. Je vais vous présenter Maï et ça va durer 3 minutes. Tout le monde entend bien là? Oui, c'est bon. Alors Maï, pour vous parler de Maï, tout le monde sait qu'il est artiste, sculpteur, écrivain, et que son œuvre, le thème majeur de son œuvre, c'est l'enfermement et le silence. Je vais, si vous le permettez, repartir dans le passé et parler de Maï à 12 ans. Et cette année-là n'est pas une année très gaie, puisque c'est le coup d'État qui a lieu à Skirat, le 10 juillet 1971. Et le frère de Maï, qui est officier, qui est dans l'armée, qui s'appelle Aziz Binbine, va être arrêté. Il ne tirera pas de balles, mais il sera arrêté, jugé de façon totalement arbitraire, comme vous pouvez l'imaginer. Et ensuite, il va passer 20 années en prison, dont 18 années dans le bagne de Tazmamart, où il va être, on peut dire, enterré dans une cellule qui fait 3 mètres sur 2, où il y a pas de lumière, où il y a juste des petits trous d'aération. Et c'est toujours très émouvant pour moi de penser que la mère de Maï, pendant toutes ces années, va mettre son couvert tous les jours, le couvert de l'espérance. Elle va attendre que son fils, dont on n'a aucune nouvelle, revienne. Elle ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, personne ne sait. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, le père de Maï est le bouffon du roi, c'est-à-dire que c'est le personnage le plus proche conseiller du roi. Il assiste à son coucher, il assiste à son lever, il est au courant de toutes les intrigues du palais. Et malgré ça, pendant 20 ans, on ne va pas savoir où est Aziz Binbine. On ne va rien savoir. Donc, il y a quelque temps, tout à fait, je ne m'y attendais pas du tout, j'ai rencontré Aziz Binbine. Et on a parlé de Maï, évidemment, et je lui dis, Aziz, toute la peinture de Maï, toute l'œuvre de Maï, c'est vous. Et ce que je voulais dire, c'est est-ce que Maï serait artiste sans vous? Alors il ne me répond pas, ni oui, ni non. Et tout d'un coup, il me dit « Oh, mais vous savez, ça n'a rien à voir. À 5 ans, Maï était déjà un grand artiste. C'était un grand musicien. » Alors Maï, ça, tu nous avais caché que tu étais musicien, en plus d'être écrivain, en plus d'être sculpteur, en plus d'être peintre. On ne savait pas que tu étais musicien. Alors vous retrouverez cette petite musique dans tous les livres de Maï. On sent toujours ce rythme tout à fait étonnant dans ces livres. C'est peut-être ça, mais c'est aussi, j'imagine, un vrai musicien. Mais je n'ai pas encore vu de récital de Maï. Alors par la suite, Maï, sa mère va vouloir qu'il fasse des études de mathématiques. Donc il va étudier les maths et il va terminer ses études supérieures à Paris. Ensuite, il va être prof de maths pendant 8 ans. Donc on envie beaucoup les élèves de Maï. Et puis c'est trop fort, Maï est avant tout un artiste. Donc au bout de 8 ans, il commence à peindre et à écrire. C'est la particularité de Maï Binbine, c'est à la fois d'être un artiste de peinture, de sculpture et un écrivain. Après, il va partir à New York. Après, il va revenir à Paris. Et définitivement, il va s'installer en 2002 au Maroc. Et aujourd'hui, il vit entre les États-Unis, le Maroc et la France. Alors, pour vous parler un tout petit peu de l'avenir, vous savez tous que cette année, en France, Macron a décidé depuis 3 ans, et ça fait 3 ans que tout le monde travaille sur ce projet, c'est l'année des cultures africaines en France. Et donc, Maï a été nommée présidente d'honneur à Marrakech, et Marrakech a été désignée comme capitale des cultures africaines 2020. Donc, je salue aussi le consul qui est là, Philippe Cazenave. Je le remercie d'être là ce soir. Et donc, il aura beaucoup de travail, lui, cette année, en faisant le lien entre Marrakech et la France. Le thème de notre conférence ce soir, c'est
un livre, donc Les Étoiles de Sidi Boumen, qui relate les attentats de Casablanca en 2003, un film, donc le film c'est Les Chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, qui est tiré de ce livre, et enfin, à partir de là, des centres culturels, et Maï va vous expliquer la genèse de tous ces centres. Voilà, merci. Bon. Merci Christine. Christine est écrivain, voilà. Je ne peux pas dire tout ce qu'elle a raconté. Je ne connais pas ta vie, en fait. Elle a écrit 2 livres que j'ai lus. Et c'est une femme que j'ai rencontrée par hasard. Je ne sais même pas comment on s'est rencontrés. Mais depuis qu'on s'est rencontrés avec Jean-Daniel, on est devenus des copains et ils m'ont soutenu beaucoup pour les centres. Alors, comment sont nés ces centres? En 2003, comme tout le monde sait, 14 gamins sont sortis, gamins entre 15 et 22, 23 ans, sont sortis d'un bidonville qui s'appelle Sidi Boumen et qui ont fait un carnage dans Casablanca. On m'a donné une machine que je pense, parce qu'en général, je suis très mauvais. Voilà, ça c'est les 14 gamins se sont fait exploser dans un restaurant qui s'appelle Casa de España, dans un palace qui s'appelle Hôtel Farah, à côté d'une synagogue, pas loin. Un carnage, un vrai carnage. Et les Marocains ont été choqués. Les Marocains ont été choqués par cette affaire. On n'était pas habitués au terrorisme. On pensait qu'ici, on était immunisés contre le terrorisme, que cela se passait loin, que ça se passait en Tchétchénie, que ça se passait ailleurs, très loin, mais pas chez nous. C'est la première fois, il y avait eu une petite bricole à Marrakech, à Hôtel Asni, mais c'était rien. Mais là, on s'est dit, c'est pas nous. Le Marocain est sympa, il n'est pas violent. Je vous assure qu'il n'est pas violent. Le Marocain, je sais pas, moi, c'est des gens que je connais bien puisque je suis né parmi eux. Et ils sont vraiment sympas. On est dans la rue, on cherche son chemin. Il y a 10 personnes qui s'arrêtent. Bon, ils vous donnent 10 directions différentes, mais enfin, ils sont quand même sympas. Et alors, je me suis dit, il faut que j'aille voir à quoi ressemble Sidi Boumen, à quoi ressemble ce bidonville, parce que des bidonvilles, il y en a un peu au Maroc. Et là, je suis tombé sur cette chose-là en 2003. C'était ça, Sidi Boumen. Et c'était effrayant. Après les attentats, il était difficile pour les gens d'entrer dans le bidonville. Les gens étaient méfiants, il y avait beaucoup de flics et beaucoup de journalistes, et les gens étaient réticents, etc. Mais j'avais un copain qui était journaliste, originaire de Sidi Boumen, et il m'a fait entrer là-dedans parce que je voulais rentrer dans les maisons, je voulais voir les séparations. C'est des égouts éventrés, c'est juste terrifiant. C'est de la tôle. Quand il pleut dedans. C'est juste inhumain. Sidi Boumen était quelque chose, 450 000 habitants vivant là-dedans, là où, ce que vous voyez là-dedans dans ces baraques. Et donc j'ai été la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et il fallait que je sente, j'avais dans la bouche toujours la poussière, ça grinçait. Il fallait que je sente ça pour écrire ce livre. Et la première image que j'ai eue en arrivant à Sidi Boumen, c'était des gamins qui jouaient au foot sur une décharge. Mais ces gamins n'étaient pas malheureux. Vraiment, ils étaient contents. Ils m'ont rappelé mon enfance, parce que je suis né en Médina, à Marrakech. Ma mère avait 7 enfants. Mon père est parti. Elle était secrétaire. C'est-à-dire, on n'avait pas de quoi vivre. Il y avait, voilà, c'était des sandales en plastique. Elle passait son temps à tricoter. Voilà. Et ces enfants, je me suis vue parmi ces enfants. Je me suis dit, moi, je suis ces enfants. Et j'ai voulu écrire un texte pour les raconter.
Et j'ai commencé la rédaction des Étoiles de Sidi Moumen. J'ai commencé la rédaction en 2004. En 2004, j'ai commencé à écrire le roman et je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas parce que je commençais à me dire, si moi j'étais né dans la crasse, si j'étais né sans horizon, si j'étais né dans ce cloaque, eh bien peut-être que je serais devenue une bombe humaine. Et ça, je ne pouvais pas l'écrire. Il était hors de question, évidemment, de justifier l'injustifiable. Mais, c'est-à-dire, je commençais non seulement à comprendre, mais presque à justifier ce qui est intolérable. On ne peut pas justifier l'injustifiable. Et je commençais à me dire, je vais pas réussir à écrire ce livre. Et j'ai arrêté la rédaction en 2006. Puis j'ai pris des vacances littéraires, si j'ose dire. J'ai écrit un petit livre très joli qui s'appelle Le Griot de Marrakech, qui sont des légendes de la ville, qui marchent très bien d'ailleurs. Mais c'était des vacances littéraires. Mais avec les écrivains, n'est-ce pas, c'est jamais quand il y a une histoire qu'on commence, il faut la finir. On ne dort plus, on y pense. Et j'ai repris le livre en 2008. J'ai repris le livre en 2008 et la seule façon que j'ai trouvée pour faire passer ce que j'avais envie de faire passer, c'est de faire aimer au lecteur ces gamins. Parce que très souvent, dans le cinéma américain, dans les livres, dans la télévision, à chaque fois qu'on parle du terroriste, on me le montre comme un arabe avec des rifles, avec une barbe, avec un tueur. Alors que les gamins que j'ai vus, moi, c'était juste des gamins. C'était juste des gamins qu'il fallait protéger. C'était juste des gamins qui n'étaient pas responsables de ce qu'ils avaient fait. Et vraiment, je le pense très, très sérieusement, je pense qu'ils ne sont pas responsables. S'il y a un responsable, s'il y a un terroriste dans cette affaire, c'est peut-être l'État qui laisse des gens vivre là-dedans. 500 000 personnes à la banlieue de la capitale économique du royaume, c'est-à-dire à côté de la richesse. On ne peut pas laisser des gens vivre là. Et l'État est quelque part terroriste. Cette mafia pseudo-religieuse, parce qu'ils viennent s'installer ici. Ils viennent s'installer ici, ceux qui se disent musulmans et qui ne sont pas musulmans, qui est une mafia politique et qui viennent s'installer là pour embrigader les gamins. Eux, c'est des terroristes. Et même la bourgeoisie qui paye 100 € un gardien, tout le monde est responsable dans cette affaire. Mais les gamins, ces gamins, il faut les protéger. Ces gamins, il faut les chérir, il faut les soigner, il faut les éduquer. Et puis voilà, j'ai réussi à... Je m'en suis tiré avec ce livre. Vraiment, j'ai réussi à l'écrire et à me faire publier aussi, parce que c'est compliqué. Et puis tout de suite, Nabil Ayouch, un metteur en scène franco-marocain, a voulu acheter les droits et on s'est mis d'accord. La seule condition que j'ai posée, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas m'occuper de ton film, mais il ne faut pas que tu maltraites mes enfants. C'est des enfants que j'ai envie de protéger. Il me dit, je vois les choses pareilles. Et il a commencé le tournage du film. Évidemment, il ne pouvait pas tourner ici parce que c'était très compliqué, c'était très dangereux, c'était impossible. Mais un jour, il m'a appelé pour me dire, Mahi, j'ai trouvé un petit bidonville. J'ai dit, tu déconnes. Mais il a trouvé un petit bidonville qu'il pouvait contrôler. Et d'ailleurs, il a engagé les gros bras du bidonville. Autrement, tu ne peux pas. Hein. Et il a engagé les enfants de Sidi Moumen comme acteurs. Il y avait une dizaine de gamins. Alors, il les a mis dans un appartement. Et évidemment, ils sont devenus propres. Ils ont commencé à grossir, ce qui n'était pas bon pour le film. Il fallait qu'ils restent maigres. et alors, ils venaient sur le lieu de tournage, ils enlevaient les vêtements propres, ils se salissaient pour jouer leur rôle.
Et moi, j'arrivais pas à comprendre cette affaire. C'est-à-dire, ils reviennent, ils revêtissent leur haillons et leur crasse pour jouer, et après prendre une douche. Et pendant le tournage, j'allais de temps en temps, j'étais très amusé, très attiré par le tournage, par voir comment un truc qu'on a imaginé devient la réalité un peu. Et les gamins, à l'heure du déjeuner, il y avait toujours des buffets et ils remplissaient leurs assiettes, mais comme ça. Je disais à Nabil, mais ils remplissent, t'as vu un peu comment? Il me dit tous les jours c'est pareil, ils ont l'impression que la fête va finir et donc ils vont pas manger le 1/10 de. Mais bon, il m'a dit j'ai décidé de les laisser. Donc Et le film est sorti. Le livre a très bien fonctionné, puisqu'on est à 15 traductions. C'est mon record. Et le film a été primé à Cannes. On a voyagé partout. C'est-à-dire, j'étais solidaire du film. Quand Nabil ne pouvait pas aller le présenter quelque part, j'y allais moi-même, au point où je savais plus ce que j'avais écrit ou ce qu'il avait filmé. Je me mêlais les pinceaux. Et pendant cette période, je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire des gamins là? Des gamins que tu as gardés 1 an, qui ont grossi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il m'a dit, mais je ne peux pas les adopter, il y en a 10. Je vais les payer. J'ai dit, tu vas les payer et tu vas les rejeter là. Et alors, on a eu un cas de conscience. Lui, plus que moi, hein, mais on s'est dit, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va rendre à ces gamins ce qu'ils nous ont donné, parce qu'on a gagné du fric avec cette affaire. Et on a décidé. Alors, je ne sais pas si j'ai encore des. On a décidé. Ça, c'est Argana, un peu plus tard, Marrakech. Bon, ça, c'est. Voilà, lui, c'est Nabil. Alors, il y a des tableaux derrière. On a décidé de ramasser de l'argent et d'ouvrir un centre culturel dans le bidonville. Lequel bidonville a commencé, même l'État a pris conscience que pour sa survie, il faut s'occuper de ces gens. C'est-à-dire, ils ont lancé un programme qui s'appelle Ville sans bidonville, qui a donné des fruits. Mais enfin, c'est très compliqué d'éradiquer des milliers de bidonvilles, c'était très compliqué. Mais bon, ça va dans le bon sens. Ça, je le dis et je le répète, l'État a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Alors, ça, c'est les étoiles. Et on a décidé d'ouvrir un premier centre culturel dans le bidonville. On a ramassé une centaine d'œuvres d'art. On a racketté, la vérité, tous les artistes. On a fait une vente aux enchères à Casablanca. On a ramassé 300 000 € et on est allé voir le maire de Sidi Momen, M. Brija. On lui a dit, donne-nous un terrain, on va vous construire ici un centre. Et il a dit, vous avez quoi? On a dit, voilà ce qu'on a gagné là. Il a dit, mais c'est pas suffisant ça. Je dis, mais on a trouvé ça, on peut trouver d'autres. Et puis, il nous a vus un peu tous les deux enthousiastes. Il a dit, écoutez, moi, j'ai construit un centre il y a quelques années. Je ne sais pas si on va le voir là. Ça doit être celui-là. Le premier. On a construit un centre, mais j'ai ni de quoi l'équiper, ni comment le faire fonctionner, ni rien. Donc, je vous donne un cahier de charge. Si dans 5 ans, vous avez fait tout ce que vous avez promis, moi, je vous le donne. Un bail amphithéotique, je vous le donne pour 99 ans. Et donc, en 6 mois, on a réussi à faire une salle de cinéma, une salle de musique, une salle de danse, une salle de théâtre, une salle de photo, des cours de langue, des cours d'informatique. En quelques mois, on a réussi à faire un premier centre où il y a aujourd'hui 1000 enfants. C'est-à-dire on ne peut pas accueillir plus de 1000 enfants. On pourrait en avoir 10 000, mais à 1000, on arrête les inscriptions parce que on ne peut plus gérer. Et
Et le premier centre, les étoiles de Sidi Moumen, évidemment, vous ne pouvez pas l'appeler autrement que par le nom du bouquin. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu nous voir, un monsieur qui veut pas, qui refuse que je le nomme. Une fois, je l'ai nommé dans un journal et il m'en a voulu. Il est venu, il est resté avec nous, allez, 1 heure. Et il n'est pas marocain. Il a dit, je vous ouvre 2 centres comme celui-là, choisissez les bidonvilles. Moi, je vous finance l'ouverture de 2 centres. Moi, quand on me donne la lune, je me méfie, la vérité. Je préfère qu'on me donne un peu, mais dans la main, sûre. Et en fait, il nous a financé l'ouverture du centre de Tanger. On a ouvert un centre dans un bidonville qui s'appelle Bni Makada. C'est un coupe-gorge, c'est pareil que Sidi Moumen. Et un centre à Fès, dans la médina de Fès. Puis, on avait les centres, il fallait trouver l'argent pour les financer. Chaque centre nous coûte 150 000 euros, c'est-à-dire 1,5 million, 1,8 million de dirhams par an. Donc, on a continué l'aventure et continué un peu en kamikaze, si j'ose dire, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Hein. On ne savait vraiment pas trop où on allait. Et je ne sais pas, je crois qu'il y a un bon Dieu pour les enfants. À chaque fois qu'on lance un projet, je ne sais pas, mais les choses, on trouve l'argent. Alors un jour, j'ai trouvé cette dame qui a trouvé son mari, qui m'ont pris 100 gamins en parrainage. Chaque parrainage, c'est 10 euros par mois. Donc, quand on a 100 gamins, ça me fait 10% du centre, du fonctionnement du centre. Et donc, on a commencé à trouver des gens qui ont parrainé des enfants. Et 10 euros, c'est pas beaucoup. Hein. 10 euros pour quelqu'un qui a même une petite bourse, c'est jouable. Et ça te fait 120 euros par an et tu me couvres une étoile. On les appelle les étoiles. On leur dit qu'ils sont les étoiles. Parce que très souvent, c'est des enfants de la rue, c'est des voyous, c'est de la saleté. Non, on leur dit, vous êtes des étoiles. Vous êtes beaux, vous êtes intelligents, vous êtes... regardez-moi, je viens du fin fond de la Médina et là, j'ai une Porsche. Toi aussi, tu peux avoir la Porsche. Mais c'est vrai, moi, les études, l'éducation peut te sortir de là. Et nous, on va t'aider, si tu veux. Et donc, voilà, on est suivi par les enfants nous prennent pour modèle. Nabil Ayouch vient de Sarcelles. Il vient de Sarcelles, et à Sarcelles, il y avait les MJC. Les MJC, c'est un programme pour les enfants des banlieues, où c'est un peu comme les centres. Et c'est là où il a découvert le théâtre, qu'il a emmené au cinéma et qui a fait de lui aujourd'hui le meilleur cinéaste du pays. Voilà. Donc la culture peut sauver, on peut. Et tout notre combat, c'est contre cette mafia dont j'ai parlé tout à l'heure, ces islamistes qui se sont implantés dans ces régions et qui ont de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, qui vient du Qatar, parce qu'on a dressé un tapis rouge à ces gens-là du temps de Hassan II, parce qu'à l'époque, l'ennemi, ce n'était pas l'islamiste, c'était le socialiste, c'était la gauche, c'était les gauchistes. Les marxistes, léninistes, actifs. Il y avait des mots comme ça qui sonnent encore dans mes oreilles parce qu'on nous envoyait des mots comme ça. Et donc, on a laissé les islamistes entrer dans les universités, entrer dans les bidonvilles, s'installer, et jusqu'au jour où ça a explosé, jusqu'au jour où parce que l'homme de gauche, pourquoi il gênait un peu la monarchie, c'est parce que c'était une alternative possible. C'est-à-dire, c'était des gens qui pouvaient prendre le relais. Et ça faisait très peur. Et donc, on leur a laissé cette mafia
venir leur casser la gueule. Ils leur ont cassé la gueule parce qu'il n'y a plus de partis aujourd'hui au Maroc. Les partis de gauche, c'est rien. Tout cela a été détruit. On a fait le vide autour des gens qui nous gouvernent. Voilà. Donc, nous, notre combat maintenant, aujourd'hui, c'est contre cette mafia. Et on va dans les bidonvilles et ils ont l'impression qu'on leur vole le pain de la bouche. Parce que ces enfants, c'est des enfants qui étaient leur nourriture. Ils se nourrissaient de ces enfants. C'est des enfants, c'était leur fonds de commerce. C'est ça que je voulais dire. Et donc, nous les lui volons. Tout à l'heure, je racontais à un ami une histoire à Sidi Moumen quand Nabil Ayouch a fait un film qui s'appelle Match Loved, qui a été interdit au Maroc. Quelle connerie. Interdire encore aujourd'hui du temps d'Internet, ça n'a pas de sens. Alors, le film a été interdit, donc ils en ont fait un succès mondial. Et tout le monde l'a vu sur Arte, au Maroc, et partout. Et sur Internet. Voilà, c'est stupide. Mais Nabil Ayouch, les islamistes ont profité de cette affaire pour le condamner à mort. Ils ont fait une page sur Facebook où il y avait 5000 likes. C'est-à-dire donc qu'il n'était plus à l'abri d'un fou avec un couteau. Il se baladait toujours avec un garde du corps. Et un jour, il y a eu 300 ou 400 barbus devant le centre de Sidi Moumen. Ils ont dit, il faut que Nabil Ayouch sorte d'ici parce qu'il va dévergonder vos filles. Nabil Ayouch, dont la mère est juive, donc c'est un juif aussi, un sioniste qui vient pour... voilà, tout un discours, toute une rhétorique. Et il faut qu'il sorte d'ici. Alors, vraiment, on a eu la trouille. Il y a la directrice, Sophia Armis, qui nous a dit, putain, il y a 300 barbes là devant, ils vont me zigouiller. Elle a eu très, très peur. Et on a attendu. Alors, on se disait, on appelle la presse, on appelle la police. Et comme il était 3h, 3h30, on savait que les gamins venaient à 4h. Et il y a eu un petit miracle. Ce sont les mamans avec les enfants qui ont chassé les islamistes. Et ça a été notre première vraie victoire. Nous avons été sauvés par des femmes du bidonville avec leurs garçons, parce que les femmes, là-bas, c'était aussi les mères des barbus et les cousines. Elles connaissaient tout le monde. Elles les ont virés. Donc, ils ne sont plus jamais revenus au centre. Et ça a été notre première victoire. Donc, après Sidi Moumen, après Tanger et Fès, on a ouvert un centre à Agadir, dans un espace qui s'appelle le quartier de la joie. Alors, il n'y a de joie nulle part dans ce quartier. Mais à chaque fois qu'il y a un quartier merdique, on lui donne le quartier du bonheur, le quartier de la joie. Je ne sais pas pourquoi les Marocains adorent donner des titres. Donc, les étoiles de Sousse sont installées. On a installé les étoiles de Sousse dans ce quartier de la joie. Et 800 inscrits en 3 mois ou 4 mois. Et là, le plus beau des centres, et évidemment, ça va être les étoiles de Jemaa el-Fna. J'espère, ça c'est les endroits où il y a les centres. Et les étoiles de Jemaa el-Fna, j'espère que je vais trouver des images. Le voilà. Alors, il y a un ministre que je ne connais pas, j'ai été le voir. Il avait ce lieu de 1000 mètres carrés à 5 minutes de Jemaa el-Fna, un petit bijou de Riyad. Et j'étais le voir. Évidemment, j'ai photographié que les endroits où le Riyad n'avait pas de toit, où c'était une ruine. Il y avait des endroits sympas, mais j'ai dit, mais donne-moi ça. Donne-moi ce Riyad, il est fermé depuis 15 ans. Et il me l'a donné. Il m'a donné cette merveille. Évidemment, il fallait faire des travaux. Et c'est encore cette femme-là qui a été la raison de...
parce elle m'a présenté des gens qui ne veulent pas que je les cite, et je ne vais même pas les regarder. Et donc, on a eu 150 000 euros de la part d'une fondation. Et puis, j'ai été voir le Wali. Je dis, il y a les Français qui me donnent. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Et il m'a donné 2 millions de dirhams. C'est-à-dire, on a presque l'argent pour faire fonctionner le centre. Et on a fait un partenariat avec la Société Générale qui vont nous financer un tiers du fonctionnement pour de longues années. Et j'arrête de vous embêter avec les centres. Merci Maï. Alors, on s'est dit avec Maï, voilà, on a écrit chacun un livre. A priori, rien n'est commun entre un livre qui se passe dans la Médina et un livre qui se passe dans un train au Canada. Mais il y a vraiment quelque chose de commun en réalité dans nos livres et de commun avec les étoiles de Sidi Moumen et ses 5 centres. C'est toujours la culture. Le livre de Maï, c'est cette musique dont je parlais tout à l'heure. C'est la danse, ce sont les odeurs, c'est la musique, c'est l'ambiance. Dans Le Fou du Roi, il y a toujours cette phrase « Tout paraissait normal et pourtant rien ne l'était ». Et cette phrase qui revient continuellement, au bout d'un moment, vous prend et on est complètement pris dans les livres de Maï par toujours cette musique. Et dans ce que j'ai modestement écrit, parce que Maï me présente comme écrivain, mais non, moi je suis juste auteur, comme ça. Maï est un écrivain, c'est pas tout à fait la même chose. Et on retrouve cette musique, cette danse et l'idée qu'on fédère les gens ensemble par la musique, par la danse, parce que ça transcende toutes les cultures, ça transcende toutes les langues. Dans ce livre qui se passe dans un train, les gens ont tous des nationalités différentes. Et le héros de mon livre, qui est en plus là ce soir, mais je ne le nommerai pas non plus, parce qu'il ne veut pas non plus que je le nomme et que je le montre. Alors on cache tous les gens qui sont là ce soir. Voilà, on ne regarde pas. Hein. Voilà. C'est toujours cette idée de fête. Et la fête, la culture, c'est ce qui finalement peut-être aussi nous rapproche, Maï et moi, et c'est ce qui sauvera le monde. Voilà, donc voilà l'idée. Donc on va vous lire un tout petit passage. Je ne sais pas si vous avez froid ou pas froid. J'en vois qui ont l'air d'être gelés. Non, ça va. Alors on va vous lire quelques lignes. Et après, on signera nos livres. Et donc, l'argent des livres, c'est pas la peine qu'on vous le dise, va évidemment au centre. Et même si c'est une goutte d'eau, c'est un peu comme chaque étoile, c'est un peu comme 10 euros. C'est une goutte d'eau, mais je ne vais pas vous dire que goutte d'eau après goutte d'eau, ça fait une grande rivière. Alors, c'est Maï qui commence. Le secret de Raphaël est qu'il fait de vous ce que vous auriez aimé être. Et un instant, vous rêvez que c'est vrai. Vous voilà actrice, galeriste, écrivain, cuisinière, designer, conseiller du prince, oui, d'une infime réalité. Il vous transforme en héros de votre propre vie. Moi, je pense que ça, c'est du travail d'écrivain et pas de... Et Saskia lui est reconnaissante de ne pas leur dire que la raison de leur présence est la mort de leur mère. C'est leur secret. Et c'est Alexandre Neff, censé être le roi du monde ce soir, qui connaît parfaitement Paris pour y avoir exercé les fonctions de directeur de casting à l'Opéra pendant 4 ans, qui parle un français impeccable. C'est pourtant lui qui se met à poser des questions à Raphaël, 10 ans responsable de la nuit dans la capitale, sur le Paris d'aujourd'hui, son public, la nuit, les jeunes. Alors là, je vous lis un extrait de Rue du Pardon. C'est le dernier livre de Maï, donc il présente ce soir, et vous trouverez dehors, vous pourrez acheter Les Étoiles de Sidi Moumen, donc celui qui a inspiré Les Cendres, et le dernier livre de Maï, chaque livre étant traduit en 10 ou 15 langues, ça dépend des livres.
Une entrée magistrale où tout est étudié, mesuré, pesé, où chaque détail a son importance. Entouré de ces musiciens et danseuses comme d'une garde rapprochée, le pas lent, les reins cambrés, le regard tourné vers les étoiles, elle apparaissait enfin devant un public acquis, impatient, trépignant. À peine levait-elle la voix que l'hystérie devenait collective. Cette voix rauque, cassée sans doute par des douleurs anciennes, retentissait, inondant le patio et à travers les haut-parleurs érigés vers le ciel, le quartier tout entier. Debout, conquérante, les bras ouverts, lascive telles les branches d'un cèdre invitant les moineaux à une parade amoureuse, elle entonnait des chants où grivois et sacrés s'entremêlent, lâchait la bride à ses démons pour se jeter quasi inconsciente dans la mêlée. Alors la houle s'empare de sa chair, emprunte le chemin des frissons, atteint le bas-ventre qui se redresse, avale le nombril et se relâche lentement comme se meurent les vagues. Et les ondulations reprennent, deviennent contagieuses, gagnent les convives qu'elles entraînent dans un roulis fiévreux. Les maris sont de la fête. Ils couvrent les femmes de billets. Plus l'argent fuse, plus le rythme s'emballe, s'accorde au battement des cœurs et fait bouillir le sang. Les épouses ne sont plus des épouses. Elles chantent et rient à gorge déployée. Elles vibrent comme nous, les professionnels, qu'elles singent en se voulant sensuelles. Mais elles sont gauches, presque vulgaires. Non pas cette vulgarité affectée dont nous jouons à plaisir, mais la vraie, suggestive et crue, celle qui hurle à la frustration sexuelle. Alors nous jouons, encore et encore, faisant éclore leur irrépressible envie de nous ressembler, d'épouser au grand jour nos mœurs lésères et dissolues. Un soir, retiré dans les coulisses après son tour de chant, tandis que les musiciens prenaient le relais, Mamita me fit la réflexion suivante en observant la salle en transe. « Regarde, ma fille, regarde ces femmes qui dansent. Elles sont si heureuses. Je ne vois ni mère, ni tante, ni sœur, ni cousine. Elles sont toutes des amantes. Tu vois, j'ai le pouvoir de les sortir un moment de leur petite vie et d'en faire des blouissantes dulcinées, même si dans mon dos, ces garces me traiteront de putain. »